Bonjour Yannick, merci d'avoir accepté de passer un peu de temps avec les hérétiques. Vous êtes certainement l'un des nouveaux membres du staff que les supporters connaissent encore le moins. On a lu dans les articles de presse les grandes étapes de votre parcours, mais beaucoup moins sur l'homme et sur votre manière de travailler. Pour les supporters qui vous découvrent, comment vous présenteriez-vous vous-même sans simplement réciter votre CV? Simplement un passionné de rugby qui a vécu une courte carrière de joueur, qui s'est arrêté très tôt pour cause de blessures répétées au genou. Et du coup, travailleur persévérant en tant qu'entraîneur et un parcours atypique parce que passer dans toutes les strates, que ce soit en tant qu'éducateur sportif sur mon ancien métier et toutes les étapes de l'école de rugby, les cadets, les juniors, les centres labellisés d'entraînement, les centres de formation, jusqu'aux équipes professionnelles, donc toucher un peu à tous les niveaux, mais avant tout un passionné de rugby. Qu'est-ce qui vous caractérise le mieux humainement? Je suis quelqu'un de juste, transparent, on le voit peut-être des fois un peu trop sur mon body language on va dire, mais dans les échanges et les relations que je veux avoir avec les gens, je veux que ça soit le plus transparent et le plus juste possible. Je veux pas qu'il y ait de chichi, et on a le droit de se dire les choses, on a le droit de ne pas être d'accord, de ne pas avoir les mêmes visions. Par contre, je suis à fond dans l'échange, le partage, et j'aime qu'on ne soit pas d'accord et qu'on puisse batailler un peu les choses. Vous étiez demi d'ouverture, quel genre de numéro 10 étiez-vous? Remplaçant de Michalak. Loin derrière, je comprends pas. Gros handicap. J'ai été formé au centre à Toulouse, passé un peu plus tard en poste de 10. Et une bonne vision du jeu, pas un grand plaqueur, un bon jeu au pied. C'est plus mon jeu au pied qui m'a fait tenir des bons postes, je pense. Mais non, une bonne lecture de jeu et j'aime ce jeu à la toulousaine, ce jeu de main, donc c'est ça qui m'anime aujourd'hui et j'aime prendre ce plaisir là-dedans. Ouais. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure vos blessures. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir dû arrêter jeune à la suite de blessures importantes vous rend aujourd'hui particulièrement sensible aux joueurs blessés ou aux jeunes dont le projet professionnel est brutalement remis en question? Alors je dissocie complètement la blessure du jeune. La blessure aujourd'hui, c'est la capacité des staffs de pouvoir gérer ça et d'accompagner au mieux un joueur blessé parce que c'est toujours très difficile. On est un peu en marge du groupe, on n'est pas dans toutes les réunions, on n'est pas sur le terrain à vivre les choses avec les autres joueurs de l'équipe qui enchaînent les matchs, etc. Donc attentif à plus ne pas les laisser et les délaisser. Donc les garder c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avec Joël et le staff, c'est les laisser proches de l'équipe pour préparer des matchs aussi, analyser les matchs, faire des retours de matchs, de performance. Donc c'est pas les délaisser, au contraire. Et le jeune joueur aujourd'hui qui a un projet complètement différent où on doit se donner les moyens de l'accompagner du mieux possible, que ce soit sur son parcours scolaire et son parcours rugby. Aujourd'hui tout le monde veut être professionnel, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais responsable de centre de formation, mais c'est plus facile d'être médecin que d'être joueur professionnel aujourd'hui. Il y a plus d'élus, voilà. Je ne dis pas que c'est facile de devenir médecin, voilà. Mais en nombre et en ratio, c'est plus facile. Donc, on fait quand même un métier à part et devenir aujourd'hui un rugbyman professionnel, c'est très dur. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez travaillé avec des espoirs, des centres de formation, puis avec des joueurs de top 14 et de Pro D2. La manière d'expliquer et de transmettre est-elle réellement différente selon le niveau du joueur ou du championnat? J'ai toujours eu ce côté un peu pédagogue. Depuis maintenant 5-6 ans, je suis certifié sur les préférences motrices et ça a changé complètement ma façon et mon approche de faire passer mes messages au niveau des joueurs, que ce soit collectivement et individuellement. Donc je te dirais que depuis 24 ans maintenant que j'entraîne, sur les 10 dernières années, j'ai changé fortement ma manière de passer les messages. J'ai pu être l'entraîneur ultra directif à savoir ce que je voulais et je voulais que ça. Maintenant, je sais que chacun est complètement différent et que les portes d'entrée pour communiquer et activer des joueurs, elles sont différentes. Donc j'utilise plusieurs leviers, et notamment entre
des joueurs professionnels comme j'ai pu avoir à Lyon de top 14, j'ai eu la même porte d'entrée qu'elle soit pédagogue, j'aime bien expliquer les choses. J'ai une façon de coacher qui est différente aussi, qui est peut-être un peu atypique, mais non, la porte d'entrée c'est beaucoup expliquer et avoir, souvent je l'utilise, mais l'alignement, qu'on comprenne ce que moi je veux et que les joueurs comprennent ce que eux ils veulent. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la progression individuelle d'un joueur? Qui se sentent progresser, que les conseils, les entraînements que je suis en capacité de leur proposer, ils aient ce sentiment de progression. Et je pense on se doit d'accompagner différemment un joueur qui est très expérimenté, qui aura peut-être besoin de moins d'accompagnement, mais continue à le développer dans certains points. Et un joueur de centre de formation où on doit prendre un peu plus de temps, et je vais te dire, lui laisser le droit à l'erreur aussi, et de répéter quelques erreurs, mais l'accompagnement il est différent sur chacun, encore une fois parce que les portes d'entrée avec les joueurs sont complètement différentes. Il y en a qui voudront beaucoup travailler, d'autres beaucoup moins, prendre le temps, pas prendre le temps, en faire trop, et des fois peut-être pas assez aussi, et l'alignement c'est de leur faire entendre ce qui est bon pour eux. Dans la préparation, quelle place laisser aux data? Moi j'aime bien avoir quelques données, mais encore une fois c'est parce que j'ai cette volonté que sur ma méthodologie d'entraînement je sais où je veux aller. Donc c'est plus un contrôle pour être sûr de savoir où je vais que de l'utilisation à outrance pour noyer les joueurs d'indicateurs, comme on explique maintenant beaucoup les KPI. Moi j'ai des inducteurs, c'est que je sais comment l'équipe, j'aimerais qu'elle impacte offensivement, défensivement l'équipe adverse. Voilà. Donc oui les data, mais plus pour contrôler si je travaille bien moi que si l'équipe travaille très bien. Voilà. Alors justement, quelle place laisser à l'analyse vidéo individuelle? Déjà, je pense que le joueur se doit d'avoir une propre analyse dans ses performances, qu'elles soient à l'entraînement ou en situation de match, qu'on soit en capacité de la confronter, staff et joueur. Et j'aime bien aussi que les joueurs prennent les retours de match et nous expliquent la performance, est-ce que l'équipe a respecté nos principes de jeu, a respecté notre philosophie, notre ADN, avant de dire qu'on a eu 83% de plaquage réussi. Aujourd'hui, si on prend l'Afrique du Sud, ils ont été champions du monde, ils avaient le ratio de plaquage le plus pourri de la Coupe du Monde. Ils ont tué tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est eux qui ont raison, est-ce que c'est les autres? Je ne sais pas. Est-ce que votre expérience à Nevers a changé quelque chose dans votre manière de travailler? Non. Par contre, humainement, elle m'a impacté dans la relation humaine. Parce que impacté, j'accorde une grande importance à la confiance. La confiance a été bien bafouée là-bas, notamment par rapport à Conny qui était manager, et je pense que qui a été trahi par certaines personnes dans le staff, et le président qui me sort en même temps que Conny, ça ne me pose aucun problème parce que s'il ne m'avait pas sorti, j'aurais démissionné. Voilà. Donc humainement, oui, elle a été impactante. Comment le premier contact avec Carcassonne s'est établi? Joël qui m'a contacté et qui voulait échanger et qui cherchait un entraîneur des trois quarts. Donc on a fait une visio, on a fait une première visio ensemble et ensuite on a fait une deuxième visio avec les présidents et Jonathan. Et voilà. Donc via Joël direct. Et donc qu'est-ce que Joël vous a dit lors de la première véritable discussion sur le projet? Qu'on voulait y prendre du plaisir et qu'il voulait un staff très resserré, pas 50 000 personnes comme on a pu connaître autant lui à Pau, à Bayonne, que ce soit à Lyon ou à Nevers où on avait des staffs à rallonge, et staff resserré et travailler simplement. Et quelle image aviez-vous de Carcassonne avant de venir travailler ici? Un club dur,
des gros combats à Domecq à chaque fois. Un vent bien présent à chaque fois qu'on est venu. Et voilà, non, une équipe qui a toujours eu du caractère et qui a été, je trouve, notamment l'an dernier, quand même très joueuse par moment. Et c'est ça surtout qui m'a plu, c'est qu'au-delà d'une équipe combattante et dure, il y a quand même un ADN, une envie de jouer. Et je reprends les époques où, quand il y avait Nico Nadeau, Mathieu Cyr, etc., c'était une équipe qui proposait un joli jeu. Donc c'est tout ça qui m'a plu. Et revenir après dans l'Occitanie, ça nous a fait un bien terrible avec la famille. Joël Rey, quand on l'a interviewé, a employé une formule assez forte à votre sujet en disant que vous étiez le garant du jeu. Quand votre entraîneur principal vous définit ainsi, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Une belle marque de confiance. Et est-ce que vous pouvez expliquer aux supporters ce que ça signifie d'être le garant du jeu? Le garant du jeu, je m'attache surtout à ce que l'équipe comprenne les principes de jeu que l'on veut mettre en place, nos 4 C qu'on veut maintenir tout au long de la saison. Et dans les principes de jeu qui sont très simples, si je vous en définis un, c'est joue, c'est facile. Joël a également expliqué vous avoir choisi pour apporter davantage de technique et de dynamisme. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Ouais, j'ai passé énormément de temps dans les centres de formation à avoir beaucoup d'entraînements individualisés, beaucoup dans les staffs professionnels à travailler sur le jeu au pied, les skills. Donc je me reconnais là-dedans, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime sans problème. Alors qu'est-ce que le dynamisme dans le rugby de Yannick Osmond? Joue, c'est facile. Et joue ce que tu vois. Alors lorsqu'on parle de technique à ce niveau, quels sont les fondamentaux qui doivent encore être travaillés quotidiennement? Si on reprend les fameuses data, aujourd'hui, plaquer, faire des rucks, jouer des duels, des offloads, aujourd'hui c'est des choses qui sont répétées encore plus qu'une touche, une mêlée. Et aujourd'hui on doit maîtriser ces basiques-là. Donc se passer le ballon, faire avancer le ballon, le conserver et le garder longtemps. Et si on ne l'a pas, plaquer, récupérer la balle. Et voilà, donc ça c'est ces basiques-là qu'on doit avoir et c'est nos fondamentaux en permanence. Si tout fonctionne comme vous le souhaitez, que devront reconnaître les supporters dans le jeu des 3/4 carcassonnais? Une équipe qui joue, c'est facile, et qui marque. Comment mesurer justement l'efficacité des 3/4? Un indicateur très simple, c'est le nombre de offloads qu'on va faire durant les matchs. Aujourd'hui, c'est ce qui me renforce dans ce qu'on est en train de produire actuellement, même si on a pas mal de déchets en ce moment. Mais ce qu'on a pu produire contre Narbonne, on a plus de 14 offloads dans la demi-heure qu'on a faite, de qualité. Et c'est ce qui nous permettra d'avoir de la continuité aujourd'hui dans ce rugby de mouvement et de dynamique qu'on veut. Alors Joël nous a parlé de l'importance de l'initiative personnelle des joueurs. Quelle place doit conserver l'imprévisible dans un rugby où les équipes sont désormais analysées dans les moindres détails? Alors je vais vous prendre peut-être la question à l'envers. Le cerveau, il n'est pas capable de faire 2 fois la même chose et le même geste, à l'identique. Donc si moi je passe mon temps avec Joël à leur expliquer que le lancement il est que comme ça, on n'y arrivera pas parce que le rugby est un jeu chaotique. Donc de temps en temps on va avoir un premier ruck qui va être très loin, où on aura gagné la ligne d'avantage. Peut-être que la prochaine fois qu'on va faire le même lancement, on aura pris un carreau. Et au final, ça change toutes les perceptions de tous les joueurs. Donc notre job aujourd'hui, et c'est là où je m'attache le plus, c'est que les joueurs comprennent que oui, on peut enchaîner des temps de jeu. Oui, avec Joël, on peut leur dire, on peut prédéfinir 8 temps de jeu. Mais aujourd'hui, moi, je suis incapable de leur dire à chaque fois qu'on va lancer le jeu que les 8 ans, on va être en capacité de les faire de cette façon. Et peut-être qu'on va passer par 3 options différentes. Donc on a des lancements de jeu qui ont différentes portes de sortie. Et on doit être en capacité de tous analyser la situation à l'instant T en même temps de la même façon. Ça, c'est le plus dur. Et avoir cet alignement. Et quelle importance accordez-vous au jeu sans ballon? On en a encore parlé ce matin en réunion leader.
On veut une équipe qui travaille beaucoup. Donc, d'Anjou, c'est facile. Ben, il faut qu'on joue là où il n'y a personne. Donc, nous, il faut qu'on remplisse là où il n'y a personne. C'est des principes qui peuvent paraître très basiques, mais si on les maîtrise parfaitement, on ne sera pas en difficulté. Contre Narbonne, on break 8 ou 9 fois. Mais parce qu'on a chargé le bon côté en plus. Notre seul problème à Narbonne, c'est qu'on ne voulait pas marquer. Alors, une fois le match commencé, qui devient le garant du jeu sur le terrain? Les joueurs. Pas un en particulier. Les joueurs. Votre objectif est-il justement que les joueurs finissent par ne plus avoir besoin de regarder vers le banc pour savoir quoi faire? Alors si je vous réponds avec dessus du tac au tac, je vous dis oui. Aujourd'hui le groupe, pour l'instant, je ne sais pas s'ils en ont la capacité. Parce qu'ils ont été éduqués à autre chose. Donc vous savez, à Nevers, je vais vous prendre un exemple concret aussi, quand on parlait de comment on va choisir le lancement mêlé dans le match et pourquoi on va faire ça, ben, j'ai des joueurs qui se retournaient et qui m'ont dit nous on va demander au coach. Aujourd'hui à Carcassonne, on a maintenant à Nevers aussi, il y a une autre façon de faire. Aujourd'hui c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui ressentent les choses. Nous c'est facile au bord du terrain ou dans la tribune de leur dire fais ci, fais ça. Mais moi je ressens rien, je vois certaines choses et c'est facile de voir. Quand en plus on est en haut, mais c'est les joueurs qui se ressentent les choses. Donc c'est rare quand je vais d'abord avoir la première interaction avec les joueurs où je vais leur dire les gars il faut faire que ça. D'abord je vais devoir me nourrir de ce qu'eux ils ressentent, peut-être qu'ils sont en difficulté, peut-être qu'ils ne ressentent pas l'équipe comme on a l'habitude, ou au contraire on est très bien et moi j'ai pas l'impression. Et leur faire confiance aussi parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui ont les clés. Nous on va les accompagner au mieux, leur donner des options, des solutions, c'est eux qui sont sur le terrain. On peut en conclure que sur le terrain, vous laissez une large initiative aux joueurs. Mais en tout cas, c'est ce qu'on les prépare durant toute la semaine à ce qu'ils aient toutes les bonnes options pour le week-end. C'est évident. Maintenant, il y a une équipe en face qui s'est préparée sûrement de la même façon, mieux ou moins bien que nous, et qui va proposer peut-être des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc, si on n'est pas capable de s'adapter à toujours l'imprévu, on va être lourdement en difficulté. Donc, notre job durant la semaine avec le staff, c'est de les préparer à tous les scénarios possibles. Le jeu au pied est l'un de vos domaines de spécialité. Qu'est-ce qu'un bon jeu au pied collectif? Il y a déjà différents types de jeux au pied. J'utilise beaucoup les jeux au pied d'attaque avec les joueurs. Des pieds qui touchent le sol, qui font gagner le terrain sans de gros efforts, si ce n'est courir pour gagner le terrain. Mais aujourd'hui, on doit, encore une fois, dans notre principe fondamental qui est de jouer où c'est facile, s'il y a un espace libre, la question que tu dois te poser, c'est que si tu peux y aller avec les mains, vas-y. Si tu ne peux pas y aller avec les mains et qu'il faut y aller avec le pied, vas-y. Donc on doit être en capacité de scanner et de prendre la bonne décision. Alors comment choisissez-vous entre occupation, pression, ballon contestable et volonté de conserver la possession? Encore une fois, c'est le jeu qui impose ça. Maintenant, moi je suis plus d'avis, et ça c'est que ma sensibilité, qu'un jeu au pied sur une phase dynamique sera plus difficile pour l'équipe adverse que sur un jeu au pied qui est sur une phase lente, où l'équipe adverse a le temps de se préparer. Souvent en tribune on entend « mais pourquoi ils rendent encore le ballon au pied ?» Que répondriez-vous aux supporters quand ils disent ça? Qu'ils ont sûrement raison, puisqu'on est tous plus ou moins des entraîneurs dans la tribune et qu'on voit plein de choses dans la tribune, et ils ont complètement raison, et qu'encore une fois, l'interprétation de chacun, je pense que s'ils posent la question à celui qu'ils ont à droite et à gauche, ils ont peut-être deux visions différentes aussi. Donc non, je leur dis rien, ils ont le droit d'avoir leur vision et leur interprétation. Maintenant, il y a des fois c'est des stratégies, et il y a des fois c'est des contextes de match, pluie, vent, arbitrage à l'adversaire qui font que on est obligé d'utiliser un peu plus le jeu au pied que d'habitude. Ici, les anciennes disent souvent que le vent est un facteur capital du jeu à Carcassonne, on en a parlé un peu tout à l'heure. Certains joueurs et certains entraîneurs n'ont jamais pu s'y adapter. Comment pensez-vous l'apprivoiser? En se disant une chose, c'est qu'il ne faut pas lutter contre, il faut jouer avec. Donc du moment que c'est un plaisir de jouer avec ce vent, on trouvera les bonnes solutions. Si on ne le prend que comme une contrainte,
il va nous emmerder, ça c'est sûr. L'arrivée d'un joueur aussi expérimenté que Jérôme Bosviel ou que Sam Marquez change-t-elle la manière dont vous pouvez travailler ce secteur? Moi, je vais me nourrir de leur expérience aussi et les accompagner au mieux pour qu'ils puissent mettre en place, je ne vais pas dire leur génie, mais en tout cas, ils ont un petit pouvoir magique quand même. Donc aujourd'hui, qui puisse le transmettre aux minots qu'on a dans l'équipe et que les minots s'en nourrissent, parce qu'aujourd'hui, c'est une chance d'avoir deux joueurs de ce calibre-là. Et qui nous fassent progresser dans ce secteur-là aussi. Alors, quels sont les premiers enseignements de la préparation et quelles sont vos principales satisfactions concernant le groupe? Ça a été dur, on le voulait comme ça. On est très vite rentré dans le rugby aussi. On a eu un rugby qui a été plutôt bon pendant 4 semaines. Là, je vous dirais qu'en ce moment, on a un rugby qui est plutôt sur courant alternatif. Donc il faut qu'on retrouve de l'alignement entre maîtriser nos basiques et jouer à la baballe. Aujourd'hui on est parti dans... on a laissé nos basiques et c'est la problématique qu'on a rencontrée face à Narbonne, c'est qu'on a laissé 12 ballons de turnover en 30 minutes, c'est pas trop. Vendredi dernier à l'entraînement, 24 pertes de ballon. Voilà. Et donc il faut qu'on retrouve de l'alignement dans nos intentions et du rugby qui nous amènera pas grand chose sur toute la saison. Combien de temps faut-il généralement à une nouvelle ligne de 3/4 pour commencer à réellement se connaître? Je sais pas. Non, je ne sais rien. Aujourd'hui, elle a quand même été pas mal modifiée. Il y a beaucoup de nouveaux et de jeunes. Pour trouver la complicité très vite, c'est très dur. Alors, très dur, non. On peut trouver de la complicité. Et moi, en tant que coach, c'est facile. Je ne change jamais la ligne de 3/4 et je touche du bois pour qu'il n'y ait jamais personne qui soit blessé. Sauf qu'aujourd'hui, une année de nationale, c'est très long. On aura besoin de tout le monde. Et on a des profils de joueurs qui sont compatibles et en fonction de certaines stratégies, on devra composer des lignes différentes. Donc pour avoir de vrais automatismes, je ne sais même pas si en un an avec tout le monde tout le temps, c'est faisable. Je pense que ça c'est même plus longtemps, je pense. On parlait de Narbonne, certains entraîneurs remettent en cause l'intérêt des matchs de préparation. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je m'interroge parce que le format qu'on a fait avec Narbonne, je le trouve très intéressant. Le fait de pouvoir une partie séparée, de pouvoir utiliser plus ou moins de monde et d'avoir une partie à valeur réelle, je trouve ça très bien. Aujourd'hui les matchs de préparation, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Il y a des coachs qui veulent en faire 4, 5, 6. Nous avec Joël, on est plus partisans de ne pas en faire 50 000. Parce que ça expose beaucoup quand même les joueurs. On est en phase de préparation et si on multiplie les contacts et les combats à haute intensité, soit on le paye. Maintenant, il est évident que ça peut amener plus d'automatisme, sûrement. Il y a deux écoles, j'ai envie de dire, je sais pas. Nous, en tout cas, on n'est pas partisans d'en faire 50, ça c'est clair. Alors sur les exercices de circulation du ballon et les lancements de jeu face aux 3/4 narbonnais, qu'est-ce qui vous a le plus satisfait? Qu'on a joué juste. On a joué juste, on a fait les bons choix. Et par exemple sur les lancements mêlés, aujourd'hui les joueurs 3/4 sont en autonomie sur ce secteur-là. Et ils se sont rendus compte qu'ils font les bons ajustements et que cette complicité dont tu parles, au fur et à mesure des entraînements, il y a de meilleurs échanges. On y passe quand même peu de temps. Donc entre le temps qu'on y passe sur le terrain à l'entraînement et ce qu'ils ont produit face à Narbonne, je trouve qu'on a des lancements de jeu qui nous ressemblent, qui sont simples et qui sont efficaces. Lors de cette première opposition, regardiez-vous davantage le résultat des actions ou la qualité des décisions prises par les joueurs? J'ai regardé l'attitude. Je crois qu'avec Joël, on ne s'est basé que sur une chose, c'était ça. Les attitudes des joueurs, l'engagement qu'on pouvait y mettre, et encore une fois, est-ce qu'on respectait nos principes de jeu? On n'avait pas 50 000 consignes sur ce match-là. Est-ce qu'on est capable de mettre nos principes en place? Et quelle attitude on aura? Est-ce qu'on bouge tous? Et ça a été le cas. Maintenant, on n'a pas respecté certains basiques qui sont la conservation du ballon.
Carcassonne, pour la deuxième fois, commence sa saison de nationale avec un match amical contre Albi, suivi du match d'ouverture contre Albi. Est-ce que ça veut dire qu'on aura... Pardon, est-ce que pour un entraîneur, c'est pratique ou c'est plutôt un casse-tête? C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas si c'est casse-tête ou pas. Je trouve ça... Si c'est intentionnel, je sais même pas comment ils ont fait les débuts de championnat. Ils savaient qu'on jouait contre Albi, je trouve dommage. En plus pour les Albigeois, à la limite, ils ont qu'à passer la semaine à l'époque à Carcassonne. Mais de les faire venir 2 fois, ils savent qu'on les reçoit, que derrière on les remet en JE, bon, je trouve ça dommage. Je ne sais pas si, encore une fois, s'ils ont regardé les calendriers de matchs amicaux et de préparation. Bah, c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors comment on prépare un match comme ça? Est-ce que c'est un poker menteur, un match de préparation ou une revue d'effectifs? Aujourd'hui, on a besoin de voir les joueurs sur un format de 2 fois 40 minutes. Donc on ne sera pas sur un poker menteur. Aujourd'hui, on n'a rien à cacher. Tout le monde est filmé, tout le monde sait à peu près comment on veut jouer. Donc il n'y aura pas de poker menteur et au contraire, c'est mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Quel rôle souhaitez-vous donner à la charnière dans votre animation offensive? C'est les patrons. Donc c'est eux qui décident du jeu, de l'orientation du jeu. Au même titre que le 15. Nils Chaliès possède un profil capable d'évoluer à plusieurs postes derrière. Cette polyvalence représente-t-elle surtout un avantage ou faut-il à un certain moment spécialiser davantage le joueur? Il y a 2 écoles. Le super polyvalent pour les coachs, c'est génial, pour le joueur, c'est l'enfer. Maintenant, si la règle des 8 changements l'année prochaine retombe en national ou si on remonte en Pro D2, on sera soumis à ça. Mais le super polyvalent, c'est génial. Mais encore une fois, pour le joueur, c'est très contraignant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour un joueur super polyvalent de devenir moyen partout alors qu'il était fort à certains postes? Au-delà d'être moyen partout, c'est un joueur qui jouera moins que les autres, ça c'est sûr. Mais qui sera le super outil facile pour les coachs. Et ce qui est difficile, c'est d'être en capacité de leur laisser du temps de jeu, alors que peut-être, pour regarder d'autres sports aussi, aujourd'hui, il y a des sports, ils te font rentrer que 3 minutes au handball et tu n'as que 3 minutes et tu te contentes de 3 minutes. Aujourd'hui, c'est pas la philosophie dans le rugby. Mais peut-être qu'on va y revenir parce que ces 8 changements vont faire que nous, sur les coachs, ça va nous changer le management des joueurs et le contexte match, blessure, carton bleu, pas carton bleu, va nous mettre des problématiques aussi plus tard. Donc, Comme on parlait des jeunes, comment les intégrer à l'équipe? déjà tous les jours avec nous. Sur les fins de semaine, s'ils ne matchent pas avec nous, continuer à les entraîner. Et pas que les lâcher avec les espoirs. Donc continuer à les entraîner. Les envoyer matcher avec les espoirs parce qu'ils auront besoin de matcher et de ne pas rester que 24e ou 25e. Voilà, ça serait trop facile pour nous. Donc on a juste un principe de warning qu'on utilisait aussi à Lyon. Voilà, 3 feux rouges, ça veut dire que ça fait 3 week-ends qu'ils ne jouent pas, il faut qu'ils jouent. Soit chez les pros, soit chez les jeunes. Voilà, donc non, qu'ils jouent le plus possible, c'est évident. Et après, accepter de leur laisser de la place aussi s'ils performent la semaine et qu'ils prennent le maillot et se dire si c'est eux les meilleurs cette semaine-là, c'est eux qui prennent le maillot. Alors dans une saison où l'objectif de remontée sera important, comment éviter que la pression du résultat ne ferme progressivement la porte aux jeunes? Je pense que dans notre fonctionnement, encore une fois, si le jeune ressent qu'à tout moment il peut prendre le maillot parce qu'il est performant, ça ne nous posera pas de problème. Maintenant, si on dit ça et que le jeune est performant la semaine et qu'on ne le fait jamais jouer, là ça deviendra une contrainte à gérer, ça c'est évident. Maintenant, je n'ai pas l'impression, et vous avez vu la composition de notre effectif, les jeunes ils vont jouer. Vous avez l'expérience dans plusieurs clubs. Comment éviter qu'un jeune qui découvre l'équipe première joue uniquement avec la peur de faire une erreur?
en le préparant tout au long des semaines qu'il puisse empiler avec nous, a le droit à l'erreur. Et que qu'importe l'erreur qu'il fera sur le week-end, lui fasse préjudice pour la suite de sa saison. Aujourd'hui, on sait qu'un jeune vivra la pression plus ou moins bien que certains. Et il faudra accepter, et les joueurs expérimentés autour devront être là pour les accompagner au mieux pour qu'ils vivent ces moments-là de la meilleure des façons. Alors c'est arrivé par le passé, le jeune s'entraîne toute la semaine avec l'équipe 1, on le fait redescendre et on dit aux entraîneurs espoirs, tu ne l'utilises pas parce qu'à ce poste-là, je suis un peu juste. Est-ce que c'est pas les frustrer un peu? On en revient à aujourd'hui devenir un joueur professionnel et c'est très compliqué. C'est la problématique de ces effectifs professionnels. Parce que la pression du résultat. Aujourd'hui, j'ai eu par le passé des choix à faire sur ça et des confrontations avec les managers où on s'est dit lui il joue. Et s'il se pète avec les espoirs, c'est comme ça. Parce qu'il peut très bien se péter en descendant dans la marche le week-end. Donc la seule question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Est-ce que c'est jouer ou est-ce que c'est continuer avec s'entraîner avec les pros? Et je pense que c'est juste cette balance qu'il faut que nous on arrive à maîtriser en permanence. Mais encore une fois, dans l'intérêt du jeune. Et après, je n'enlève pas qu'on a des contextes de saison qu'on ne maîtrise pas. Moi, si on a 20 blessés, il y a des jeunes, ils joueront plus, ça c'est sûr. Ils vont s'entraîner avec nous et peut-être qu'ils joueront plus avec les pros qu'avec les jeunes. Donc, de là à vous dire qu'on fera comme ça, dans le monde idéal et dans notre philosophie avec Joël, non. Maintenant, il y a des contextes où on devra faire des choix et l'équipe espoir, peut-être en pâtira et peut-être que ça laissera de la place à d'autres aussi. Et aujourd'hui, voilà, je pense que je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, mais cette compétition espoir, aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à autre chose, que ce soit en accession ou en élite. Mais ça fait des années qu'on essaye de discuter autour de cette compétition et on ne trouve pas la bonne formule. Et je crois que la bonne formule, certains clubs commencent à l'avoir. C'est peut-être le prêt de joueurs en national, en Pro D2, notamment quand il y a des gros effectifs entre 14, pour que les jeunes joueurs au potentiel, ils jouent avec des adultes, parce que c'est ça qui les fait grandir le plus possible. Après plusieurs semaines de travail, comment fonctionne le duo Joël Ray, Yannick Osmond? Je trouve qu'il fonctionne plutôt très bien. Il y a de l'écoute, il y a du partage, il y a des échanges. On travaille très bien avec Sylvain, Maggi, Mika et tout le reste du staff. Donc il y a beaucoup d'échanges, on prépare beaucoup nos entraînements. Voilà, on regarde les entraînements ensemble, on essaye de garder, de maintenir cet alignement. Donc on essaye d'avoir un maximum de fluidité pour que la journée des joueurs soit le moins impactée, parce qu'on a des journées qui sont quand même assez dures. Donc, on essaye qu'ils soient le moins impactés possible. Alors, comment utilisez-vous le travail de Louis Roux, désormais analyste vidéo de l'équipe première? Il est adorable, la seule contrainte qu'on a avec lui, c'est qu'il est tout seul le pauvre, donc on essaye de le ménager, de le soulager et de lui poser les questions en lui disant qu'est-ce que tu es en capacité de faire, de ne pas faire. Et voilà, donc encore une fois, comme dans notre jeu et dans nos principes d'entraînement, on a demandé à Louis qu'est-ce que tu as besoin pour que lui fasse le mieux possible son travail. Aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, on aimerait même encore plus qu'il puisse travailler avec les joueurs et ça va venir au fil des matchs parce qu'on va challenger les joueurs sur les préparations de matchs, donc il va être encore plus à échanger et parler rugby avec eux. Donc on a besoin aussi de trouver l'alignement sur la façon dont on a de voir les choses entre Joël et moi et Louis pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on veut analyser, qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre de temps sur certains pourcentages ou machin, etc. On n'y perdra pas d'énergie, ça c'est sûr. Est-ce que les données peuvent parfois vous faire changer complètement d'avis par rapport à ce que vous pensiez avoir vu depuis le bord du terrain ou de la tribune? Non. Non, parce qu'encore une fois, chaque match est différent et s'enfermer juste dans la donnée, encore une fois, moi je suis partisan des inducteurs, c'est-à-dire est-ce que notre équipe est capable de répéter, est capable d'impacter l'équipe adverse, que ce soit en attaque, en défense. Est-ce que les jeux au pied qu'on fait permettent de mettre en difficulté l'adversaire longtemps, pas longtemps. Voilà, donc
et ne s'enfermer que dans une stat ou dire il nous faut 80% de réussite sur les plaquages. Je ne vous dis pas que c'est une connerie, hein. Encore une fois, c'est peut-être des leviers de management auprès de certains joueurs et ça leur parle d'être informés et challengés par ça. Mais je vous reprends l'exemple des Sudaf, ils sont champions du monde en étant presque la pire défense en qualité plaquage. Donc, par contre, ils font les efforts, ils rattrapent les coups, ils sont bons pour contester les ballons et sur le jeu de transition, ils étaient plus forts que les autres. Quel type d'entraîneur êtes-vous dans la relation quotidienne avec les joueurs? Ça, c'est très drôle parce que maintenant, avec l'expérience et le retour des jeunes joueurs que j'ai eu par les centres de formation, la première impression, et je pense que c'est ma femme qui a raison, je suis l'ours ariégeois. Donc, je suis peut-être pas très agréable, je suis peut-être un peu froid, dur, exigeant, mais j'ai ce besoin fondamental de les écouter, de les observer, de discuter. Et du coup de créer la relation au fur et à mesure qu'on avance. Donc je dirais que la relation avec les joueurs, pour moi, elle est fondamentale. J'essaye d'être le plus juste possible. Des fois, je peux être un con, sûrement, ils ont raison. Mais encore une fois, on doit faire des choix avec Joël. Aujourd'hui, ceux qu'on cochera sur la feuille seront très contents. Maintenant, ceux qu'on ne coche pas sur la feuille seront très déçus et auront sûrement une vision de nous peut-être différente. Maintenant, c'est comment on leur justifie et comment on leur donne les moyens de prendre le maillot, tout simplement. Vous venez de parler des joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match. Comment dites-vous à un joueur qui n'est pas retenu dans le groupe? De façon très directe. Maintenant, il faut qu'il ait les tenants et les aboutissants. Et que lui trouve de la justesse, c'est-à-dire qu'il y a des fois... on ne va pas s'expliquer 50 fois et ça sera un choix. Oui, il doit l'accepter. Et il y a des fois, ça sera parce que techniquement, stratégiquement, ses performances du moment ne sont pas bonnes. Il y a meilleur que lui à sa place. Et je pense que du moment qu'on lui explique et qu'on ne lui raconte pas de saucisses, je ne pense pas que le joueur ne comprenne pas la décision, même si tous les joueurs veulent jouer tout le week-end. Mais ça, sur une saison de national, de Pro D, de top 14, on sait très bien que c'est très difficile. L'USC ne cache pas son ambition de retrouver rapidement la Pro D2. Personnellement, cette pression vous stimule-t-elle ou essayez-vous de ne pas trop y penser? Au-delà de retrouver la Pro D2, je crois que quand on attaque un championnat, on veut le gagner. Donc on est parti et je crois que l'objectif va être un peu plus défini avec les joueurs quand on aura un peu plus de recul avec eux. Puisque là, ce qui nous importe avec Joël, c'est les premiers matchs et de voir comment l'équipe se comporte. Et que ce soit dans l'attitude, dans les intentions et ce qu'on va pouvoir produire. Mais aujourd'hui, si on attaque un championnat et se dire juste on veut être dans les 6 ou on veut être demi-finaliste et on veut être monté absolument, déjà si on est champion, ça règle le problème. Ah, justement, avant le coup d'envoi du championnat, à quel niveau jugez-vous ce championnat? Je sais pas. La dernière fois que j'ai évolué à ce niveau, c'est il y a 5 ans maintenant, donc ça a bien évolué, j'ai l'impression. Aujourd'hui, très honnêtement, je vois différentes choses. Il y a des équipes qui jouent beaucoup, des équipes qui jouent moins, qui sont dures. J'ai l'impression de revoir le championnat de Pro D2 il y a 5-6 ans, maintenant, où les phases de conquête sont très disputées, ce qui n'est pas forcément le cas en top 14. Et des intentions de jeu aussi de certaines équipes où il y a du rythme. Les arbitres qui se professionnalisent de plus en plus aussi. Donc c'est un championnat qui a évolué. Maintenant, je pense que le premier bloc nous donnera plein d'informations avec Joël pour ajuster le reste de la saison. Ça, c'est clair. Quelle relation souhaitez-vous entretenir avec les supporters pendant la saison? Aujourd'hui, j'ai toujours eu une bonne relation avec les supporters, notamment ceux qui suivent l'équipe tous les week-ends à l'extérieur ou à domicile. On se doit de les respecter, parce qu'eux engagent leur temps, leur passion, engagent de l'argent pour se déplacer, et on se doit de les respecter en performant et en donnant encore une fois. On ne sera peut-être pas en capacité de gagner tous les matchs tout le temps, mais on se doit, dans nos intentions,
de s'envoyer, je ne vais pas vous dire pour eux, parce qu'on le fait avant tout pour nous et qu'on soit aussi un peu égoïste. Mais on ne peut pas se permettre de lâcher des matchs sans combat, sans essayer. Et encore une fois, une équipe peut être bien mieux que nous à l'instant T et nous battra, même si on va en perdre le moins possible, ça c'est sûr. Alors cette saison, il y a 2 déplacements en moins que l'année dernière et 4500 km en plus. Quel est votre message pour inciter les supporters à se déplacer? J'espère que déjà nous, on leur donnera l'envie de se déplacer. Si nous, on leur donne déjà l'envie, que ce soit à Domecq et sur les premiers matchs où on va se déplacer, de nous suivre, c'est qu'on est dans leurs attentes. Et aujourd'hui, une équipe qui gagne, elle sera suivie, ça on le sait. Alors, à la fin de cette saison, qu'aimeriez-vous que les joueurs disent du travail que vous avez réalisé? On s'est régalé, on a pris du plaisir et j'ai progressé. Quel engagement pouvez-vous raisonnablement prendre aujourd'hui devant les supporters, indépendamment des résultats? On sera intransigeant sur l'attitude, le respect de l'institution. Aujourd'hui, aucun joueur sera supérieur à l'institution qui est l'US Carcassonne. Et j'espère qu'on sera en capacité de prendre un peu plus de temps pour échanger, partager, que ce soit avec les supporters, les bénévoles, et qu'on prenne aussi du plaisir en dehors du terrain ensemble. C'est la vie du club. Et pour terminer cette interview, quel message souhaitez-vous adresser directement aux supporters avant le début du championnat? Préparez-vous et j'espère qu'on va leur donner un max de plaisir. Yannick, merci de nous avoir consacré votre temps pour éclairer les supporters et le public sur la saison à venir. Nous vous souhaitons une très belle saison sous nos remparts.